La Chambre de première instance ne cherche pas à atténuer non plus qu'elle ne légitime les actions militaires ultérieures dans le village de Dolyani, où il est notoire que des atrocités ont été commises en juillet de la même année. La Chambre de première instance conclut que dans le conflit local qui a suivi à Sovichi et à Dolyani, Mladen Aletilic a joué un rôle important dans les mauvais traitements graves de certains des soldats faits prisonniers et qui restaient loyaux à la BIH, ainsi que dans les mauvais traitements infligés à la population civile et les crimes commis envers ses biens. Il ne fait aucun doute que le 17 avril et dans les jours qui ont suivi, les musulmans de la région étaient en situation d'infériorité sur le plan de l'armement que sur celui des effectifs. Après leur édition, ils sont devenus des personnes protégées par les 3e et 4e conventions de Genève. Les commandants des forces occupantes étaient tenus de respecter les obligations que leur imposaient les conventions s'agissant du traitement des civils et des prisonniers de guerre. Si elles avaient été respectées, Mladen Aletilic ne serait pas jugé aujourd'hui devant ce tribunal. Ces 75 à 80 hommes qui ont remis leurs armes au HVO ce jour-là n'étaient pas tous des combattants. Ils ont été interrogés entre autres par Ivan Andabak, détenu toute la nuit dans les conditions pénibles et transporté le lendemain à la prison de Lyubushki. La plupart des maisons de musulmans de Sovichi et Dolyani ont été incendiées et est aujourd'hui encore inhabitable. Tous les civils de Sovichi ont été détenus contre leur gré, soit dans le bâtiment de l'école, soit dans un petit hameau surpeuplé, sous la surveillance de gardes armés, près de 3 semaines avant d'être effectivement expulsés vers un territoire sous le contrôle de la BIH. Mladen Aletilic est coupable de leur transfert illégal. Nombre des soldats qui se sont livrés au HVO dans le village de Sovichi ont évoqué les terribles mauvais traitements qui leur ont été infligés dans l'autocar qui les transportait à la prison de Lyubushki et une fois détenu dans celle-ci. Le témoin Y était la victime privilégiée de traitements particulièrement cruels. Ces bourreaux étaient souvent des membres du KB qui, comme on l'a rapporté à la Chambre, échappaient au contrôle de commandement de la prison et de la police locale. Ces tortures et mauvais traitements sont devenus systématiques à l'héliodrome et à Shiroki Brieg. Les mêmes membres du KB ont été reconnus à de nombreuses reprises. Ils appartenaient soit à l'unité du KB à Shiroki Brieg, soit à l'unité Mermak ou Vinko Shkrobo. Ils agissent apparemment en toute impunité sous le commandement de Mladen Aletilic. Mladen Aletilic doit assumer la responsabilité des actes de ses subordonnés, étant donné qu'il a pu observer la manière dont il traitait les prisonniers à Sovichi et à Dolyani et dans l'autocar qui les transportait à Lyubushki, et qu'il n'a rien fait pour empêcher de nouveaux mauvais traitements ou pour punir ses soldats pour leur comportement. Certains des soldats de l'armée BH qui avaient refusé de se rendre et qui ont peut-être continué à résister à l'attaque du HVO ont été faits prisonniers quelques jours plus tard. Ils ont été conduits au quartier général du HVO à Dolyani et mis en présence de Aletilic qui ne leur a été présenté que sous le surnom de Tuta. Non seulement ils ont été battus, maltraités, torturés en présence de Mladen Aletilic, mais ce dernier a également participé au sévice qui leur était infligé. Il est bien triste de constater qu'un homme comme lui, respecté, voire vénéré par ses soldats, a agi de la sorte. Il aurait aisément pu être un exemple pour ces hommes. Au lieu de quoi, les mauvais traitements qu'il a infligés aux combattants faits prisonniers, la manière dont il a toléré les terribles mauvais traitements auxquels ces soldats ont soumis le commandant local de la BIH, l'ordre qu'il a donné de détruire les maisons de musulmans et la mosquée de Dolyani, ainsi que le transfert forcé de tous les musulmans chassés de cette région, ont constitué autant d'actes montrant la voie de mauvais traitements infligés par la suite aux prisonniers musulmans par des soldats de son bataillon disciplinaire. Nombre des hommes du village qui ont été détenus à Lyubushki ont ensuite été transférés à l'héliodrome et ont finalement été tués alors qu'ils étaient contraints de travailler sur la ligne de front à Mostar. Une famille de Sovichi a perdu 3 fils à Mostar. Les conclusions suivantes se rapportent au fait que se sont produits à Mostar. Les tensions qui couvaient entre le HVE et la BH ont atteint leur paroxysme le 9 mai 1993.
Ce jour-là, des musulmans ont été pris dans une rafle massive et bien organisée et ont été conduits à l'héliodrome. Dans le même temps, le quartier général de l'ABH a fait l'objet d'une attaque massive de bombardements. La population civile de Mostar était la cible de cette rafle. Ces personnes-là avaient pour seul point commun leur identité musulmane. Jeunes ou vieux, notables ou anonymes, ils ont été contraints à quitter leur foyer au petit matin et menés à la pointe du jour vers des centres de rassemblement, puis à l'héliodrome, où on leur a donné aucune raison pour ce transfert de cette détention, si ce n'est qu'il s'agissait d'assurer leur protection. Il n'avait pas été jugé nécessaire d'enfermer les citoyens croates de Mostar. Faudra-t-il parler de Croates de Bâche? La Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires se sont vu refuser l'accès à l'héliodrome jusqu'à ce que la communauté internationale s'en mêle et obtienne la libération des femmes, des enfants et des hommes âgés. Les promesses de relâcher les autres détenus n'ont pas été respectées. Parmi les autres civils musulmans, un grand nombre a été contraint de traverser la rivière Neretva pour rejoindre la partie orientale de la ville. Le quartier général des soldats de la BH, situé dans une tour d'habitation, et les habitants civils de celle-ci ont été assiégés jusqu'à ce qu'ils ne se rendent le lendemain. Les soldats ont alors été séparés du reste du groupe et conduits par Yuka, le commandant d'une unité du KB, à Mladen Aletelic et de nombreuses sommités du HVO. Les soldats ont subi de mauvais traitements physiques et psychologiques infligés par Aletelic en présence de ces soldats, ce qui ne faisait que répéter le comportement observé à Sovic et à Doljani. Ces soldats ont ensuite été personnellement envoyés par Aletelic au poste du MUPA, Široki-Brijeg, sa ville natale, et le siège du KB, où ces soldats ont été détenus dans des conditions inhumaines, où ils ont fréquemment subi de mauvais traitements. Certains des dirigeants civils de premier plan qui ont émergé de l'immeuble assigné de Vranica ont été torturés et maltraités et sont restés en détention jusqu'à la fin du conflit. Mladen Aletelic est individuellement responsable de la torture du témoin Z. L'un des soldats de l'ABH qui se sont rendus était le fils d'un homme politique éminent. Aletelic l'a lui-même torturé et après l'avoir interrogé, il lui a dit que son père avait été exécuté le matin même. Par la suite, ce même prisonnier qui a perdu l'usage de son bras après avoir été blessé alors qu'il était obligé de réparer des ouvrages de fortification sur la ligne de front, croyait que son père était mort jusqu'à la date de sa libération en mars 1994. Les soldats qui se sont rendus à Mostar ont été détenus au poste de MUPA Široki-Brijeg et ont été victimes de nombreux actes de violence de la part des membres du KB. Certains prisonniers étaient nommément désignés pour des interrogatoires et des tortures. La Chambre conclut que Mladen Aletelic est responsable en tant que commandant de ces actes de torture. Il n'y a aucune raison de supposer que Mladen Aletelic, qui avait personnellement ordonné la détention de ces prisonniers à Široki-Brijeg, après les avoir menacés de les faire exécuter, n'était pas au courant de leurs conditions de détention et des traitements qu'ils subissaient. De même, lorsque des prisonniers de guerre sont soumis à des traitements cruels, aussi bien au poste de MUPA qu'à son quartier général, à l'usine de tabac à Široki-Brijeg, il voit en sa qualité de supérieur hiérarchique sa responsabilité engagée par ces traitements interdits. Après quelque temps, les prisonniers de Široki-Brijeg ont été emmenés pour travailler à la piscine municipale. Cette piscine avait à tort été décrite comme étant celle de Tuta. Quelques prisonniers de guerre qui avaient un savoir-faire particulier travaillaient pour certains membres du KB. Le témoignage de ces prisonniers a établi que leur qualification professionnelle les avait protégés des mauvais traitements infligés par ces tristement célèbres soldats du KB qui attaquaient les prisonniers dans leurs cellules et qui étaient désormais leurs maîtres. La Chambre a entendu les prisonniers décrire leurs difficiles conditions de travail pendant 2 mois en plein été alors qu'ils construisaient un canal menant à la villa de Aletelic. Selon les témoins à décharge,
Il se serait agi d'une installation destinée au passage de câbles radio vers une colline proche de la villa et non pas au bénéfice personnel de Nalet Elic. Ce travail n'est pas interdit en soi, mais les conditions dans lesquelles il a été accompli le sont. Nalet Elic s'est rendu sur le chantier. Il savait donc quelles étaient les conditions sur place et en sa qualité de supérieur hiérarchique, il est responsable de ce travail illégal. Il est acquitté des accusations de traitement inhumain, d'actes inhumains et de traitement cruel, car l'extrême inconfort des prisonniers n'a pas atteint le seuil requis pour tirer de telles conclusions. Le Cabet avait un certain nombre d'unités subordonnées. Certaines ont été décrites comme des unités d'intervention temporairement rattachées à d'autres commandements pour des missions précises. Pour la plupart des cas, ces unités d'intervention semblent être des formations d'élite menées par des soldats de métier. Plusieurs autres unités, dites ATG, ou groupes antiterroristes, semblaient avoir pour rôle de tenir la ligne de front à Mostar. Il s'agissait d'unités paramilitaires. Peu de leurs membres avaient reçu une formation militaire professionnelle, même si la plupart avaient fait leur service militaire obligatoire dans la JNA avant la désintégration de la Yougoslavie. Ces unités n'avaient pas vocation à aller vers les points chauds et rester à Mostar. Vinko Martinović était le commandant d'un de ces ATG, qui se composait de ses anciens camarades des HOS. Son unité, qui avait débuté sous le nom d'unité Melmak, est ensuite rebaptisée ATG Vinko Škrobo. Elle avait sa base dans l'ancien centre médical qui avait été endommagé durant le conflit contre les Serbes et qui était peut-être déjà sa base à l'époque où il faisait partie des HOS. Le 9 mai, lui et ses hommes étaient certainement déjà en place et prenaient leur repas, lui et ses hommes, à leur cantine habituelle. Certains éléments de preuve semblent indiquer que cette unité avait été réactivée avant le 9 mai et qu'elle a participé en tant qu'unité aux actions menées ce jour-là. La Chambre ne se prononce pas sur ce point. Après quelques semaines, Vinko Martinović prenait les ordres de la défense de la ville de Mostar et du commandement suprême du KB. On ne peut déterminer avec certitude comment cette unité en est venue à être associée au KB de Mladen Aletelić, mais la Chambre a reçu des éléments de preuve convaincantes et qui se recoupent montrant que l'unité Vinko Škrobo faisait partie du KB. L'élément le plus probant est la déclaration que Martinović lui-même a faite devant un tribunal de Zagreb en présence de Aletelić lorsqu'il a été cité comme témoin à des charges dans un procès sans lien avec le présent. La Chambre a admis le témoignage de Jan Van Hecke, un enquêteur du bureau du procureur, qui se trouvait au tribunal de Zagreb lors de cette comparution. Martinović a alors déclaré qu'il était le commandant de l'unité Vinko Škrobo qui faisait partie du KB, lequel était placé sous le commandement de Mladen Aletelić. Ce témoin confirme celui d'autres anciens membres du KB et des documents saisis à l'usine de tabac de Široki Brijeg. La mission principale de Vinko Martinović était de tenir la ligne de front face aux hommes de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui étaient à portée de voix. À cette fin, il a contraint de nombreux prisonniers musulmans de l'héliodrome à creuser et à réparer des tranchées, à fortifier la ligne avec des sacs de sable, à transporter des vivres et du ravitaillement et de manière générale à aider les soldats de son unité. Les prisonniers connaissaient des conditions de vie extrêmement difficiles, conditions de détention extrêmement difficiles à l'héliodrome, et le travail sur le front est extrêmement dangereux. Bien que le HVO ait utilisé des formulaires sur lesquels il était rappelé au commandant que l'emploi des prisonniers de guerre pour des travaux était soumis aux conventions de Genève, rien ne prouve que ces conventions aient été appliquées dans la zone de responsabilité de l'unité Vinko Škrobo. Les prisonniers étaient contraints à travailler pris entre deux feux et sans la protection minimale d'un gilet pare-balles ou d'un casque, et nombre d'entre eux ont été tués ou blessés. L'attitude générale était une attitude d'indifférence totale concernant le sort des prisonniers, leur sort qui dépendait chaque jour de l'humeur de Vinko Martinović. Certains prisonniers, qui avaient été ses amis avant la guerre, bénéficiaient de sa protection et ils ne devaient que travailler dans la sécurité relative de son quartier général de la rue Kalemova et apporter leur savoir-faire technique et mécanique sans être payés. Ces prisonniers chanceux n'ont pas été exposés au danger de la ligne de front. Un sort qui était réservé en général aux combattants faits prisonniers. Nombre de ces hommes
ont déclaré qu'ils se sentaient plus en sécurité chez Stella que partout ailleurs. Et ils ont effectivement eu de la chance. Beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. L'une des pires exactions commises par Vinko Martinovic contre ces prisonniers a consisté à les utiliser comme des boucliers humains le 17 septembre 1993. Ce jour-là, 4 prisonniers de guerre ont été revêtus d'uniformes du HVO et munis de répliques de Kalachnikov. Un des prisonniers désignés a eu si peur de ce qui allait lui arriver qu'il s'est évanoui et a été remplacé par un autre. Ce prisonnier malchanceux a été retrouvé plus tard, ce jour-là, gisant dans une mare de sang près de la ligne de front. Il est certain qu'il est décédé. Les 4 prisonniers en uniforme ont reçu l'ordre d'avancer aux côtés d'un char pour attirer sur eux les tirs de l'ennemi. L'armée adverse savait que des prisonniers pouvaient être utilisés à de telles fins et souvent elle ne tirait pas. C'est pourquoi cette fois-là, les prisonniers ont été revêtus d'uniformes du HVO. Dans la confusion créée par les tirs du char sur les bâtiments d'en face et dans le vacarme assourdissant des salves d'artillerie, les 4 soldats armés de répliques de fusils en bois sont parvenus de l'autre côté et ont pu se mettre plus ou moins à l'abri. 3 d'entre eux au moins ont été blessés. L'acte d'accusation utilisait le terme de bouclier humain, mais il semblerait que celui d'APA aurait mieux décrit la situation qui était celle des prisonniers, puisqu'ils étaient censés attirer sur eux les feux ennemis et protéger l'avance du HVO. Vinko Martinovic est individuellement responsable des traitements inhumains, actes inhumains et traitements cruels infligés aux 4 prisonniers lors de ces fêtes. Un fusil en bois a été produit au procès. Il se peut qu'il s'agisse de celui que portait le témoin Pépé ce jour-là et qui a été ensuite pris par un soldat de l'armée de Bosnie-Herzégovine dans le bâtiment situé de l'autre côté. Ce soldat aurait gardé ce fusil jusqu'en 2002, puis l'aurait remis à un enquêteur du bureau du procureur. Il a dit l'avoir reçu d'un prisonnier vêtu d'un uniforme du HVO. Sa description correspond à celle du témoin Pépé. Lorsqu'on lui a montré le fusil, le témoin Pépé l'a reconnu au trou où, selon lui, se trouvait une vis qui retenait la bandoulière du fusil et qui se serait détachée. L'expert mandaté n'a pas réussi à déterminer la date de fabrication du fusil, mais a constaté la présence de trous de vis. La Chambre n'a pas besoin d'identifier les fusils pour établir que ces faits se sont bien produits. 3 prisonniers de guerre, temporairement libérés pour être confiés à l'unité Vinko-Shkrobo, ont perdu la vie ce jour-là. D'autres ont été blessés alors qu'ils tentaient sous la contrainte de récupérer des soldats du HVO blessés ou morts. L'acte d'accusation reproche à Vinko Martinovic l'homicide intentionnel des 3 prisonniers tués sur la ligne de front ce jour-là. Ces prisonniers avaient clairement été confiés à Vinko Martinovic en personne et avaient dû accomplir des travaux interdits sur la ligne de front. Ces éléments de preuve ne peuvent toutefois réfuter l'argument avancé par la défense de Martinovic, selon lequel les 3 prisonniers ont pu mourir alors qu'ils tentaient de s'échapper, sous couvert de la confusion créée par les tirs du char. Comme les 4 prisonniers munis de répliques de fusil ont réussi à passer de l'autre côté, il est possible que les 3 prisonniers, Cholakovic Aziz, Cholakovic Hamdjia et Payo Enis, aient essayé de s'enfuir et qu'ils aient été pris entre 2 feux. Ce doute doit jouer en faveur de Vinko Martinovic. Ce jour-là, un nombre considérable de prisonniers ont été tués rue Shanticheva. Cette rue ne se trouvait pas dans la zone de responsabilité de l'UNKE Vinko-Shkrobo. Vinko Martinovic ne peut donc pas être considéré comme responsable. Il est toutefois responsable des travaux illégaux auxquels les prisonniers ont été contraints sur la ligne de front pour avoir lui-même ordonné le travail illégal et des actes de ses subordonnés en tant que supérieur hiérarchique. Aucun élément de preuve convaincant, se reprend l'interprète, n'a permis d'établir un lien entre Nalet Ilic et la mort des prisonniers utilisés comme boucliers humains rue Shanticheva. Des prisonniers de guerre ont été utilisés de manière tout aussi effroyable à Rashtani, village situé à l'ouest de Mostar, qui a changé assez régulièrement de main pendant le conflit. Le 23 septembre, alors que le KB y menait des opérations de combat, plusieurs prisonniers ont reçu l'ordre de devancer les membres de l'unité de 5 ou 6 mètres et de fouiller les maisons pour y débusquer les soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui auraient pu s'y dissimuler.
Le danger était bien réel, car on a retrouvé dans les parages à cette occasion le corps de plusieurs soldats des deux camps et capturé 2 soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Ces faits ont conduit à accuser Mladen Naletilić de traitements cruels, d'actes inhumains et de traitements inhumains. Bien qu'il ait été à la tête de ces soldats à cette occasion, Naletilić n'était pas présent dans le village pendant les fêtes, puisqu'il dirigeait les opérations à partir d'une hauteur et il se peut qu'il ait ignoré la manière dont étaient utilisés les prisonniers. On peut donc lui accorder le bénéfice du doute pour ce qui est de ces accusations et de celles qui constituaient également un exemple flagrant de travail illégal. Après leur capture, les 2 soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine ont été immédiatement soumis à des violences corporelles de la part des membres du KB, qui comptaient alors parmi ses rangs des criminels croates de Bosnie-Herzégovine qui venaient d'être relâchés de l'héliodrome. L'un d'eux était sur le point de transformer les prisonniers en torches vivantes lorsque Stari a ordonné par radio de transférer les captifs à Široki Brijeg. Le sort... chacun comprend ici que Stari est le surnom de Mladen Naletilić. Le sort ultérieur réservé à ces soldats au quartier général du KB dans l'usine de tabac n'avait rien d'enviable. Enfermés dans un cachot, dans des conditions inhumaines, ils étaient régulièrement roués de coups. Ces faits ont donné lieu aux accusations de torture retenues à l'encontre de Mladen Naletilić. Pour en revenir aux événements du 17 septembre 1993, les documents du HVO et du SIS, Service d'information et de sécurité, indiquent qu'avec 2 autres membres haut placés de l'armée du HVO, Mladen Naletilić a planifié cette tentative en vue de s'emparer de nouveaux territoires et de déplacer la ligne de front. Ils ont agi à l'insu de l'état-major général du HVO, ce qui témoigne du pouvoir et de l'influence exercée par Naletilić en sa qualité de commandant du Kaźnieniczka Bojna. Il n'a pas été prouvé qu'il était au courant de l'incident des fusils factices en bois. Cette infraction grave à la Convention de Genève relative aux prisonniers de guerre est retenue à l'encontre de Vinko Martinović, mais Mladen Naletilić est acquitté de cette série de chefs. Les activités de Stella pendant la guerre ne se limitaient pas à la ligne de front. Avec ses désormais tristement célèbres subordonnés et d'autres individus, il a participé à l'expulsion des musulmans de Mostar-Ouest et au pillage des appartements vides de leurs occupants. Le terme de transfert illégal retenu pour décrire ce genre d'agissement est loin de refléter l'ampleur du crime et sa cohorte d'horreur. Le commentaire plein de retenue du reportage vidéo réalisé par Jeremy Bowen, correspondant de guerre de la BBC, a révélé à la Chambre de première instance certains des aspects véritablement effroyables de ces transferts illégaux. En temps de guerre, les civils sont généralement victimes d'exactions diverses. Afin d'atténuer les souffrances des non-combattants au cours d'un conflit, la 4e Convention de Genève prévoit que les civils ne peuvent être déplacés, à moins que leur sécurité ne l'exige. Tout transfert illégal ou déportation de ces personnes constitue une infraction grave à cette convention. Les habitants les plus jeunes et les plus âgés de Mostar étaient donc en droit d'espérer rester dans leur foyer sans que des soldats du HVO ou du KB viennent frapper à leur porte pour les expulser. Mais la Convention de Genève n'a pas été respectée à Mostar. Les civils qui étaient visés ont été chassés vers Mostar-Est sans être consultés et sans pouvoir rien emporter, tandis que les balles sifflaient au-dessus de leur tête. La Chambre a entendu des témoignages émouvants et très éloquents sur la participation personnelle de Vinko Martinović et de ses soldats à ces fêtes. Son unité faisait l'objet de fréquentes critiques dans les rapports du SIS et dans ceux des organisations humanitaires. Arif Pachalić, commandant de l'armée de Bosnie-Herzégovine, s'est plaint de ses agissements auprès des observateurs de la MCCE et il a accusé nommément Mladen Naletilić, Ivan Ondabak et Vinko Martinović d'avoir expulsé de nombreux citoyens musulmans sous la menace des armes et de les avoir chassés vers la partie orientale de la ville, de l'autre côté du vieux pont en ruine de Mostar. De nombreux témoignages et documents convaincants présentés à la Chambre relient le KB à la vague d'expulsion
qui a eu lieu le 29 septembre 1993. Tant pour sa participation personnelle que pour celle de ses subordonnés, la responsabilité pénale de Vinko Martinović est engagée en raison de ses transferts illégaux et de ses pillages. Mladen Naletilić est responsable en sa qualité de supérieur hiérarchique. Il était au courant de la vague d'expulsion ou de nettoyage ethnique qui a eu lieu le 29 septembre. Il savait que ses subordonnés, y compris Ivan Andabak, y participaient et il n'a rien fait pour les empêcher de commettre ces actes ou les en punir. Nenad Harmandzic, un ancien inspecteur de police, a été l'une des victimes de Stella. Il était personnellement visé lorsqu'on est venu le chercher à l'héliodrome le 13 juillet 1993. Tout au long de la journée qu'il a passée au quartier général de l'unité Vinko Shkrobo, il a été roué de coups et accablé d'injures. Il est resté sur place, tandis que les autres prisonniers retournaient à l'héliodrome, avec ordre d'oublier ce qu'ils avaient pu voir ou entendre. Les autorités pénitentiaires ont été informées qu'il s'était évadé. Son corps a été exhumé 5 ans plus tard et l'autopsie a révélé la présence de fractures multiples et d'une blessure par balle à la tête. La gravité de ces blessures était telle qu'il lui aurait été impossible de se tenir debout lorsqu'il a été abattu. La Chambre a entendu le témoignage de Halil Ayanic, un civil emprisonné à l'héliodrome qui connaissait Vinko Martinović depuis de nombreuses années. Il a attesté des violences corporelles dont Nenad Harmandzic avait été victime au quartier général de l'unité Vinko Shkrobo. Malgré les tentatives visant à discréditer cet homme simple et courageux qui a témoigné en audience publique sans aucune mesure de protection, la Chambre est convaincue de la véracité de son témoignage. L'identification des restes de Nenad Harmandzic a été contestée et un expert a été cité pour mettre en doute les conclusions relatives à l'identification. La Chambre reconnaît que l'écart entre la taille de la victime de son vivant et la taille estimée des restes retrouvés peut poser un problème. Elle a tenu compte de cette disparité à la lumière des autres conclusions de l'autopsie et notamment de l'identification par un proche de la boucle de la ceinture de la victime, de sa chaussure, de ses dents et de son briquet, et surtout de la balle qui était enfouie dans les muscles de sa cuisse droite. Ce parent de la victime savait que quelques années plus tôt, Nenad Harmandzic s'était blessé accidentellement à la cuisse droite et que la balle n'avait jamais été extraite. Il a fourni ce détail à l'équipe médico-légale avant qu'elle ne procède à l'autopsie. La probabilité de trouver sur un autre corps que celui de Nenad Harmandzic une balle de même calibre dans la cuisse droite est tellement faible que la différence de taille constatée à l'autopsie devient sans importance. Lors de l'audition des 2 experts médico-légaux, il n'a pas été question de la marge d'erreur humaine possible dans la mesure du fémur ou dans l'évaluation de la taille de Nenad Harmandzic de son vivant. Par conséquent, la Chambre estime déterminantes les conclusions de l'autopsie associées à l'identification par le témoin du lieu où il avait lui-même enterré la victime. La conjonction de l'explication fallacieuse fournie aux autorités de l'héliodrome, selon laquelle la victime se serait évadée, et du fait que la famille de Nenad Harmandzic affirme qu'il a été tué au quartier général de l'unité Vinko Shkrobo, a convaincu la Chambre que Vinko Martinović était impliqué dans ce meurtre. L'enterrement clandestin et les blessures constatées sur le corps, qui excluent toute possibilité d'évasion, constituent les maillons d'une chaîne de preuves judiciaires qui emporte la conviction de la Chambre quant au rôle joué par Vinko Martinović dans le décès de Nenad Harmandzic. Vinko Martinović est coupable d'avoir infligé à Nenad Harmandzic des traitements cruels et de lui avoir causé intentionnellement de grandes souffrances. Par le rôle qu'il a joué avant et après le meurtre, il porte une grande part de responsabilité dans le crime qu'il a encouragé et auquel il a prêté une aide concrète. Sa responsabilité pénale individuelle est engagée pour avoir aidé et encouragé le meurtre de Nenad Harmandzic. Mladen Naletilić était accusé d'avoir détruit les maisons des musulmans à Sovichi, Dolyani et Rashtani. Il a été établi que les maisons de Rashtani avaient été sérieusement endommagées lors d'affrontements antérieurs. Mladen Naletilić doit être acquitté par conséquent de ce chef d'accusation. Des éléments de preuve incontestables établissent que Mladen Naletilić a ordonné la destruction des maisons des musulmans de Dolyani.
L'ordre a été dûment exécuté. La destruction de la mosquée de Dolyani n'a fait l'objet d'aucune poursuite. Les éléments de preuve concernant le degré d'implication du KB par opposition au HVO local dans l'incendie des maisons musulmanes de Sovichi sont insuffisants. Il en va de même pour la mosquée de Sovichi. Par conséquent, Mladen Naletilic est déclaré non coupable des destructions des biens des musulmans de Sovichi. En revanche, il est reconnu coupable d'avoir ordonné la destruction des maisons des musulmans de Dolyani. L'accusation fonde sa thèse sur l'idée que le traitement illégal des civils et des prisonniers était motivé par une intention discriminatoire à l'égard de cette partie de la population qui était spécifiquement visée parce qu'elle était musulmane. Le corps du jugement traite des questions juridiques permettant de conclure que ces persécutions étaient bel et bien constituées. Il suffit à ce stade de dire que la Chambre est convaincue par le gros des éléments de preuve que la population civile musulmane de Mostar, de Sovichi et de Dolyani a été persécutée. Ni Mladen Naletilic, ni Vinko Martinovic ne sont les grands architectes de ce plan et de sa mise en œuvre. L'un et l'autre ont cependant participé à sa réalisation. La Chambre est convaincue que l'intention de nuire aux musulmans était à l'origine de la détention, puis du transfert forcé de la population civile de Dolyani et de Sovichi, et que cette discrimination était bien dirigée contre les musulmans. Mladen Naletilic est coupable de persécution à l'encontre de la population civile de Sovichi et de Dolyani. Il est également déclaré coupable d'actes de torture commis sur 2 civils précédemment désignés sous les pseudonymes Z et FF. Ces 2 témoins étaient membres du SDA ou étaient en relation avec les dirigeants de ce parti en Herzégovine et ils ont été pris pour cible parce qu'ils étaient musulmans et s'associaient à certaines convictions politiques. Vinko Martinovic a affirmé avec véhémence par l'intermédiaire de son conseil qu'il n'avait jamais fait preuve de discrimination à l'encontre des musulmans puisqu'il avait de nombreux musulmans dans son unité et sous sa protection. La Chambre conclut néanmoins que les crimes liés aux rafles et au déplacement de musulmans les 9 mai, 13 juin et 29 septembre, qui ont déjà été démontrés, ont été commis avec une intention discriminatoire. Les civils musulmans de Mostar ont été visés pour la seule et unique raison qu'ils étaient musulmans. Vinko Martinovic s'est personnellement impliqué dans ces faits et il en porte donc la responsabilité au sens de l'article 7.1 du statut du tribunal. Mladen Naletilic est en vertu de l'article 7.3 du statut responsable du transfert illégal de civils exécuté par ses subordonnés le 13 juin et le 29 septembre 1993. Aucune charge n'est retenue à l'encontre des accusés au sujet des faits postérieurs au mois de septembre 1993. Il n'appartient pas à la Chambre de se prononcer sur les autres événements survenus en Herzégovine. Il est évident toutefois que les prisonniers et les civils ont continué à souffrir longtemps encore. Il y a eu d'autres morts parmi les prisonniers et les soldats des 2 camps, et le magnifique vieux pont de Mostar a été détruit, ce qui constitue une perte pour tous les habitants de Mostar sans exception. Comme nous l'avons déjà dit, aucun groupe n'a été épargné par les souffrances. Tout ce que nous savons, c'est qu'après un accord de cessez-le-feu, la guerre a officiellement pris fin. Seul le temps dira si les blessures peuvent se cicatriser et si l'on retrouvera un jour la texture merveilleuse d'une ville riche de diversité, comme l'a décrite le chef de la communauté juive de Mostar. Mladen Naletilic et Vinko Martinovic sont responsables d'une grande part des souffrances infligées et ils doivent maintenant subir la conséquence de leurs actes. Le président. Par ces motifs, ayant eu recours aux règles applicables qui régissent le cumul des déclarations de culpabilité, la Chambre prononce les condamnations suivantes. Monsieur Mladen Naletilic, veuillez vous lever. La Chambre vous déclare coupable des chefs d'accusation suivants. Chef numéro 1. Persécution pour des motifs politiques, raciaux et religieux. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5H du statut. Chef numéro 5. Travail illégal. Une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionné par l'article 3 du statut. Chef numéro 9. Torture. Un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5F du statut.
Chef numéro 10. Torture. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par l'article 2B du statut. Chef numéro 12. Fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par l'article 2C du statut. Chef numéro 18. Transfert illégal d'un civil. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par l'article 2G du statut. Chef numéro 20. Destruction sans motif que ne justifie pas les exigences militaires. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3B du statut. Chef numéro 21. Pillage de biens publics ou privés. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3E du statut. La Chambre vous acquitte des chefs suivants. Chef numéro 2. Actes inhumains, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5I du statut. Chef numéro 3. Traitement inhumain, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par l'article 2B du statut. Chef numéro 4. Traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut. Chef numéro 6. Assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5A du statut. Chef numéro 7. Homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par l'article 2A du statut. Chef numéro 8. Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut. Chef numéro 11. Traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut. Chef numéro 19. Destruction de biens sur une grande échelle, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par l'article 2D du statut. Chef 22. Saisie, destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés au culte, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par l'article 3D du statut. Pour fixer la peine, la Chambre a respecté toutes les prescriptions de forme exposées dans le statut et le règlement, ainsi que l'obligation qui lui est faite de prononcer une peine adaptée à la gravité des crimes et à la situation personnelle de l'accusé. Elle considère que votre statut de commandant et la grande influence que vous exerciez dans cette région constituent des circonstances aggravantes. Elle conclut en outre que les preuves de votre mauvais état de santé présentées par la défense ne sont pas de nature à constituer une circonstance atténuante. Par ailleurs, votre transfert de la République de Croatie au tribunal n'était pas volontaire et vous n'avez pas substantiellement coopéré avec le procureur. Compte tenu de toutes ces circonstances, la Chambre vous condamne, Mladen Maletilic, à une peine unique de 20 années d'emprisonnement. En application de l'article 101C du règlement, votre temps de détention provisoire jusqu'à ce jugement et toute période supplémentaire éventuelle en attente d'une décision en appel seront déduits de la durée totale de votre peine. En application de l'article 103C du règlement, vous resterez sous la garde du tribunal dans l'attente de la conclusion d'un accord pour votre transfert vers l'État où vous purgerez votre peine. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Vinko Martinovic, la Chambre vous déclare coupable des chefs d'accusation suivants. Chef numéro 1. Persécution pour des motifs politiques, raciaux et religieux.
un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5H du statut. Chef numéro 2, actes inhumains, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5I du statut. Chef numéro 3, traitement inhumain, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 sanctionné par l'article 2B du statut. Chef numéro 5, travail illégal, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par l'article 3 du statut. Chef numéro 12, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 sanctionnée par l'article 2C du statut. Chef numéro 13, assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par l'article 5A du statut. Chef numéro 14, homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 sanctionné par l'article 2A du statut. Chef numéro 18, transfert illégal d'un civil, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 sanctionné par l'article 2G du statut. Chef numéro 21, pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionné par l'article 3E du statut. La Chambre vous acquitte, Vinko Martinovic, des chefs suivants. Chef numéro 4, traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut. Chef numéro 6, assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article 5A du statut. Chef numéro 7, homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionné par l'article 2A du statut. Chef numéro 8, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut. Chef numéro 11, traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut. Chef numéro 15, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut. Chef numéro 16, traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionné par l'article 3 du statut. Chef numéro 17, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 sanctionnée par l'article 2C du statut. Pour fixer la peine, la Chambre a respecté toutes les prescriptions de forme exposées dans le statut et le règlement, ainsi que l'obligation qui lui est faite de prononcer une peine adaptée à la gravité des crimes et à la situation personnelle de l'accusé. Avant tout, la Chambre prend acte de ce que vous avez été reconnu coupable des crimes les plus abominables, dont le crime de meurtre. La Chambre a également considéré votre fonction de commandant et l'influence que vous exerciez sur votre unité en tant que circonstance aggravante. En outre, votre transfert au tribunal n'est pas considéré comme volontaire et ne constitue donc pas une circonstance atténuante. À l'examen de votre casier judiciaire, la Chambre a pris acte de l'appel interjeté de la condamnation pour meurtre rendue par le tribunal du district de Zagreb, qu'elle n'a donc pas compté parmi les circonstances aggravantes. Pas plus qu'elle n'a tenu compte de vos condamnations antérieures pour vol qualifié et pillage en raison de la nature des crimes dont la Chambre vient de vous déclarer coupable. Compte tenu de toutes ces circonstances, la Chambre vous condamne, Vinko Martinovic, à une peine unique de 18 années d'emprisonnement. En application de l'article 101C du règlement, votre temps de détention provisoire jusqu'à ce jugement et toute période supplémentaire éventuelle
en attente d'une décision en appel seront déduits de la durée totale de votre peine. En application de l'article 103C du règlement, vous resterez sous la garde du tribunal dans l'attente de la conclusion d'un accord pour votre transfert vers l'État où vous purgerez votre peine. Vous pouvez vous rasseoir. L'audience est levée.